Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette autre édition de Quête de paix. Quête de paix, aujourd'hui, voudrait accompagner les pouvoirs publics dans leur croisade pour la paix, la marche vers la paix. Pour marcher vers la paix, justement, nous avons invité un très grand chercheur. Il est professeur à l'Université de Yaoundé 2 à Soa, professeur de sciences politiques, actuellement directeur de l'Institut panafricain, qui est toujours à Yaoundé 2 à Soa. Par ailleurs, précurseur du Centre de recherche en analyse, en études stratégiques et politiques à Soa. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Bonsoir, et merci pour l'invitation. Ok, aujourd'hui, nous serons accompagnés, professeur, par l'autre présentateur, Cédric Djonko, qui va essayer de vous titiller sur ces questions de paix, dont vous êtes un expert. Professeur, aujourd'hui, quand on regarde la scène politique, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop la paix. Aimez-vous la paix, professeur? Même si je ne l'aimais pas, c'est une des conditions de mon développement, mais aussi c'est l'un des objets de mon existence en tant qu'universitaire chargé ou formé par l'État de réfléchir sur ce genre de questions. Réfléchir sur ce genre de questions. Professeur, aujourd'hui, il y a une sorte d'effervescence autour du dialogue. D'autre part, du dialogue inclusif, d'autre part, du dialogue tout court. Ce dialogue-là, il est quoi? Il est la condition, il est la finalité, il est le but. Ce dialogue-là, il représente quoi aujourd'hui? Disons que le dialogue peut être perçu en fonction des acteurs qui en parlent. Mais si je dois parler comme universitaire, c'est un moyen ou un des moyens pour une paix durable dans une société quelconque. Je crois que le dialogue n'est pas seulement utile entre les forces politiques, même entre les forces sociales, même dans les ménages. Lorsque le dialogue devient de plus en plus éphémère, il est évident que des frustrations naissent et ça peut conduire à la violence. Oui, Cédric avait une question. Oui, bonsoir professeur. Bonsoir. Moi j'aimerais vous poser une question. Selon vous, est-ce que le Cameroun est un pays, le Cameroun est-il encore en paix? Vous avez dit tout à l'heure que vous aimez la paix. C'est la condition même de notre existence aujourd'hui au niveau du Cameroun. Le Cameroun est-il encore en paix, professeur? Tout dépend de ce que vous entendez par paix. Il y a ce qu'on appelle une paix positive, il y a ce qu'on appelle une paix négative. Le Cameroun, en fonction des segments que vous prenez, peut être en paix ou ne pas être en paix. Je voudrais prendre un exemple simple. Si vous prenez un ménage, vous pouvez avoir un problème avec un de vos enfants. Cela ne signifie pas que vous avez des problèmes avec tous vos enfants. Vous pouvez bagarrer avec votre femme. Vous êtes donc dans une situation de rupture de paix. Cela ne signifie pas que le lendemain matin, vous n'allez pas acheter, par exemple, les beignets à vos enfants. Donc ça dépend de ce dont il est question. Le Cameroun est un réceptacle des communautés. Oui. Parmi ces communautés, vous avez des ethnies que je peux qualifier de micro-communautés. Vous avez aussi les deux macro-communautés qu'on peut résumer comme étant les communautés francophones et anglophones. Vous voyez donc en fonction de l'élément discriminant que vous prenez, vous allez retrouver la paix par-ci, la querelle par-là. Mais grosso modo, en tant qu'État, dans une sphère continentale africaine, on va vous dire que le Cameroun est relativement en paix. Oui, vous voulez continuer, j'ai l'impression? Oui, je voudrais poser par ailleurs une autre question. Le Cameroun est-il en guerre, professeur? Nous avons aujourd'hui la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon le dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, la crise en 20 mois a fait plus de 1850 morts. On a eu un peu plus de 530 000 déplacés internes et externes. Il y a également le conflit contre Boko Haram dans la région, dans le Grand Nord, il faut le dire, mais principalement dans la région de l'extrême nord. Est-ce que, au vu de ce contexte sécuritaire un peu difficile, on peut déjà parler d'un état de guerre? Disons que là aussi, il faut relativiser parce que ça dépend de ce que vous prenez comme élément. Je voudrais d'abord dire que pour une chaîne nationale camerounaise, il
faut jamais vous fier aux statistiques venant de l'extérieur. Parce que nous n'avons ni les mêmes enjeux, ni les mêmes objectifs. Mais sauf que jusqu'ici, aucun rapport n'a été produit au plan national. Oui, ça fait partie aussi des travaux que vous pouvez faire. Si vous étiez un étudiant en journalisme et vous faites des mémoires et vous ne citez que les auteurs étrangers, l'une des premières critiques qu'on va vous faire, c'est que est-ce qu'il n'y a pas de nationaux? Mais en attendant, donc la première chose, laissez-moi finir. Je crois que si vous allez à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, vous allez trouver des statistiques là-bas. Il y a d'autres organisations, par exemple comme Justice et Paix, vous allez aussi trouver. Donc pour vous référer, vous devez citer au moins 2 ou 3 sources. Et vous rendre compte que chaque source a fait elle-même ses enquêtes. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est jamais les mêmes statistiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à votre question, on ne peut pas nier qu'il y ait guerre à l'extrême nord, puisque le pouvoir politique chargé de déclarer une guerre a déclaré une guerre. Et vous avez vu des engins de guerre. Et il y a toute la soldatesse de guerre là-bas. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a 3 ou 4 ans, le Cameroun a entré en guerre contre la secte Boko Haram, qui venait d'un pays voisin et qui menaçait un certain nombre de pays limitrophes à ces pays. Donc ça, la guerre, entre autres, signifie une déclaration de guerre. Et cette déclaration de guerre, on l'a eue. Donc on ne peut pas nier, même si aujourd'hui, on sait qu'il y a accalmie relative, mais nous sommes dans un... Voilà, nous sommes dans un état de guerre dans cette région. Oui, professeur, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur la marche vers la paix. Moi je voudrais un peu sortir du domaine des civilités dont il parle. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on met dans ce dialogue, cette nouvelle offre de dialogue que vient de faire les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Est-ce que c'est tout le monde, comme on parle de dialogue inclusif, est-ce que c'est tout le monde qui doit prendre part, ou sinon, qui doit prendre part effectivement, et pour quel objet? Je voudrais dire que c'est à celui qui appelle au dialogue qui sait quel sera l'ordre du jour. Donc moi, je ne peux pas vous donner cet ordre du jour avant l'ordre du jour officiel. Mais je peux imaginer et penser que si on a le même entendement, un dialogue inclusif ou exclusif dans les conditions actuelles pourrait ou peut porter sur ceci ou cela. Et cela va partir d'un certain nombre de récriminations que les gens font. C'est ça une posture scientifique. Qu'est-ce que les gens, de quoi les gens se plaignent-ils? Alors, on sait que si votre femme se plaint de vous parce que vous ne rationnez plus, pour qu'il y ait dialogue, vous allez poser sur la table la question de la ration. Alors, si je prends un élément majeur dans ce qu'on a appelé, ou que j'ai appelé tout à l'heure, les micro ou les macro communautés, il est évident qu'un certain nombre de compatriotes d'expression anglaise se plaignent de leur cohabitation avec la communauté francophone. Donc, vous ne pouvez ne pas mettre ça à l'ordre du jour, que les plaintes soient fondées ou pas. Parce que derrière, il y a aussi 2 systèmes. Vous voyez d'ailleurs comment votre... on va dire ça comment? Dans ce que nous sommes en train de faire actuellement, normalement, on devrait avoir un journaliste francophone et un journaliste anglophone pour que ce que je dis ici traverse les barrières de langue, pour qu'on sente qu'il y a inclusivité. Mais le fait qu'on fasse tout en français, pour mes étudiants anglophones, qui ne pourront pas comprendre textuellement ce que je dis, et vont sentir ça comme des frustrations. Et pourtant, vous ne faites pas ça de manière planifiée. C'est que par rapport à la problématique et par rapport à ce que vous avez comme échantillon de journalistes actuellement, au moment où je suis ici, votre directeur vous a dit de venir m'interviewer. Mais pour la communauté minoritaire, elle va ressentir ça
lorsqu'on emprunte ce qu'on appelle la psychologie des minorités comme une volonté de domination de la partie la plus importante. Donc, ça peut être objectif ou pas, mais toujours est-il que on doit poser ça sur la table comme une des récriminations d'une partie de la communauté nationale. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de problèmes qui portent sur les criminations, sur les modes de gouvernance. Vous savez qu'il y a des questions de redistribution. Vous savez qu'il y a les implications des puissances extérieures. Donc, ce n'est pas chaque élément qui a la même portée, mais tous les éléments sont importants. Oui, professeur, est-ce qu'on ne va pas là vers la conclusion d'un nouveau contrat sociopolitique au Cameroun avec ce dialogue? Là encore, ça dépend du point de vue de la science de ce que vous appelez un contrat. Parce que le contrat implique deux parties au moins. Il peut être écrit ou verbal. Alors, le contrat peut être global ou segmentaire. De toutes les manières, à partir du moment où il y a négociation sur quelque chose, échanger sur quelque chose, et à la fin, vous avez un accord accepté par les différents acteurs qui étaient en interaction sur le plan du droit positif, c'est un contrat. Oui, alors professeur, dans une interview que vous avez accordée à Cameroun Tribune, c'était le 1er août 2018, vous avez affirmé que la All Anglophone Conference, qui est une initiative du cardinal Christian Toumi et d'autres religieux, avait un agenda caché. Aujourd'hui, le gouvernement s'engage vers une nouvelle offre de dialogue et le Premier ministre, dans sa descente dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, a clairement fait savoir que le président de la République était prêt à discuter de tout sujet, excepté la question de la sécession. Alors, à présent, vous parlez des interlocuteurs. La All Anglophone Conference du cardinal Christian Toumi avait pour but de tracer la voie d'une résolution pacifique à travers l'identification d'une partie de ses interlocuteurs. Je parle ici de la partie anglophone. Aujourd'hui, que cette conférence ne se tient plus, du moins elle est reportée à chaque fois, avec qui va-t-on dialoguer? Je voudrais d'abord revenir sur ce que j'ai dit dans ce que vous avez cité. Oui. J'ai dit tout à l'heure que le réceptacle géographique qu'on peut appeler le Cameroun, dans ses frontières, est sur le plan de la macro-sociologie composée de deux grandes communautés linguistiques ou culturelles. Oui. Et j'ai dit que un des problèmes majeurs actuels, c'est la perception sur cette cohabitation. Cela signifie donc que pour régler les problèmes de la cohabitation, vous ne pouvez pas appeler une seule partie. Ça, c'est la première chose. La All Anglophone Conference, vous savez qu'il y en a eu d'abord deux. Si c'était efficace, on n'en reviendrait pas aujourd'hui. La All Anglophone Conference, d'un autre côté, ne pouvait pas être organisée par quelqu'un qui a déjà pris position, c'est-à-dire qui n'apparaît plus comme neutre. Donc si on veut aborder la question de la cohabitation entre les deux communautés, il faut comprendre que les territoires sur lesquels nous habitons n'appartiennent pas à ces communautés, mais appartiennent à l'État. L'État se définit comme étant une structure institutionnelle composée d'un gouvernement, d'un territoire et d'une population. C'est les deux populations les deux parties de la population qui se disputent, même si la partie francophone ne parle pas beaucoup, mais au moins la partie anglophone ressent la manière de se comporter de la majorité francophone comme aussi des remontrances. Oui. Alors, cela signifie... du dialogue. Oui, on va arriver, parce qu'on ne peut pas arriver au dialogue sans... Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'il est question de régler ces différends, l'organisateur ne peut être autre chose que l'État. Parce que c'est sur le territoire de l'État que ça se joue. Alors, vous demandez avec qui on peut l'organiser. Si c'était facile à organiser en réunissant uniquement la partie anglophone, mon point de vue ne pouvait pas arrêter le cardinal Toumi. Si ça l'a arrêté, c'est que même dans la partie anglophone, les gens n'acceptaient pas.
Donc vous comprenez donc qu'à un moment donné, les gens ne peuvent accepter de se mettre autour d'une table pour régler un conflit que s'ils ont la perception que le médiateur peut être neutre. Dans son cas, je l'ai dit qu'il n'était pas neutre. Et aujourd'hui, on peut négocier ou dialoguer avec un certain nombre d'élites qui peuvent représenter les communautés linguistiques, qu'elles soient francophones oui. ou anglophones. Quel serait leur profil, par exemple? Qu'est-ce que vous appelez profil? Je veux dire, quel est le type de personnes ou de personnalités qui doivent se constituer en tant qu'interlocuteurs? La première chose à comprendre, et je l'ai dit dans une autre émission, lorsque vous avez des élites qui représentent une région, parce que les gens sont aussi nommés pour représenter leur région. C'est pour cela qu'il y a équilibre régional. Quand on vous nomme, on laisse les autres d'abord à côté. Et qu'on arrive dans une situation de crise, où lorsqu'on vous envoie chez vous, les gens préfèrent vous chasser, oui. Ça veut dire que vous avez perdu quelque chose. Mais cela ne signifie pas que vous ne représentez plus rien. Mais au moins dans les ajustements d'équations de représentativité, cela signifie que si on doit dialoguer, on peut vous intégrer, mais pas vous seul. Il faut donc une modalité d'ouverture qui permet à ce que, au même moment que on intègre ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, on ajoute d'autres figures qui peut-être menaient la contestation. Oui. Et cela va permettre à la partie qui soutenait ce qui était institutionnel de se retrouver, mais à la partie aussi qui réfutait ce qui était institutionnel d'être là-dedans. Oui, le président du Social Democratic Front s'est par ailleurs proposé, lors de la visite du Premier ministre Dion Ngouté à Bamenda, il s'est proposé comme médiateur dans le cadre de cette crise-là. Lui aussi, vous pensez qu'il n'a pas assez de légitimité pour parler au nom de ces populations anglophones? Non, s'il avait la légitimité globale, on l'aurait respecté lorsqu'il donne un mot d'ordre. Cela ne signifie pas qu'il n'a nullement de respectabilité. Cela signifie que la société qu'il représente est divisée. Alors, il va représenter une partie. Ceux qui le tanguent doivent aussi pouvoir représenter une autre partie pour que les deux parties qui s'affrontent se reconnaissent dans leurs représentants. C'est ce que je voudrais dire. Oui, mais il y a aussi un événement qu'il ne faut pas négliger, si tu me le permets, c'est que John Fundi a été enlevé, s'il faut utiliser le terme, par des personnes, par des Ambazoniens, et ceux-ci ont discuté avec lui et l'ont relaxé par la suite. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine considération pour ce personnage politique de la part de ces populations qui portent les revendications sécessionnistes. Ça, c'est un point de vue, mais comme vous-même vous le savez, il est disputable. Vous aurez quand même constaté de la part d'un observateur que, de manière répétitive, les responsables de ces partis étaient enlevés et relaxés. Si vous êtes sur le point de la science, vous pouvez vous poser les questions et vous savez que vos confrères ont posé ces questions. Donc, ça, c'est un point de vue qu'on peut prendre en compte, mais relever aussi que d'autres personnes pensent que c'était une feinte. Professeur, stratégiquement, avant le kidnapping du chairman du SDF, il y a quand même eu une rencontre, peut-être informelle, entre ces groupes sécessionnistes-là et le doyen d'âge au Sénat, Chief Moukete. Est-ce que ce n'est pas des récupérations pour se donner un capital symbolique assez fort pour pouvoir représenter cette catégorie des citoyens qui ont pris les armes? Si vous revenez sur ce que j'ai dit au début, vous comprenez bien qu'il y a un enjeu de dispute de représentativité. Et ce que j'ai dit au début indique bien que un seul camp ne peut pas représenter tout le monde. C'est pour cela que ceux qui sont aux affaires veulent disputer pour montrer qu'ils contrôlent encore l'ensemble de la situation. Mais ce n'est pas évident. J'ai dit que si vous représentez un village et vous n'arrivez plus à un moment donné à vous faire entendre ou comprendre par ce village, c'est qu'il y a une portion
de ces villages qui ne vous acceptent plus et qui ne vous respectent plus. Donc, lorsque vous allez pour représenter dans le cadre d'un échange élargi, il doit y avoir aussi quelqu'un qui représente le syndicat de ceux qui pensent que vous ne faites plus votre affaire, pour que lorsque les résolutions seront prises, leur mise en œuvre soit acceptable et acceptée par l'ensemble de la communauté que vous représentez. Je pose la question à l'expert. Qui représenterait les partis les plus radicales, par exemple, dans le cadre de ce dialogue? Ouais. C'est au parti. Parce que nous y sommes. Non, c'est au parti, si vous voulez, au parti elle-même de suggérer les noms. Dans une affaire comme celle à laquelle nous allons, la préparation met plus de temps que la négociation elle-même. Certains suggèrent par exemple la libération des leaders ambazoniens qui ont été arrêtés, Ayuk Tabe et compagnie qui ont été arrêtés au Nigeria et qui sont présents devant le tribunal militaire. Est-ce que vous pensez que ceux-là peuvent constituer un leadership capable de mener ce type d'initiative, ce type de dialogue avec le gouvernement? Moi, je ne sais pas s'ils sont représentatifs, mais ce qu'il y a, c'est que dès que lorsqu'on emprunte non plus la voie judiciaire, mais la voie politique. C'est donc ceux qui sont dehors suggèrent les noms. On peut au moins les consulter avant. Et après, les pouvoirs publics vont déterminer la liste définitive après. Mais il faut ouvrir l'espace public pour que les gens, disent comment ils pensent qu'on peut organiser, 2, où on peut organiser, 3, avec qui on peut organiser. Après ça, on rend tout cela public. Et on peut dire que dans la phase actuelle, la chose la plus importante, c'est la phase d'avant-dialogue. Et c'est elle qui détermine la réussite ou l'échec du dialogue. Donc si vous prenez seulement les gens qui sont aux affaires alors que au même moment, ils sont contestés par la base. Et vous prenez seulement ce côté. Ça peut vous poser les problèmes au moment de la négociation elle-même et au moment de la mise en œuvre des résolutions. Oui, professeur, depuis que cette crise a débuté, on parle de dialogue. Tout le monde parle de dialogue. Comment on y va? Comment on va dans le dialogue? À votre récente intervention dans une chaîne sœur, vous avez parlé de 3 phases, les 3 phases que vous veniez de citer tout à l'heure, l'avant, le pendant et l'après. Comment on gère l'avant? Mais on gère l'avant de la manière la plus simple, à partir du moment où la tendance semble indiquer que la plupart ou la majorité sont pour dialoguer actuellement, parce qu'il faut bien comprendre que sur le terrain, le rapport de force est favorable à l'État. Oui. Mais le problème, c'est que c'est un problème interne. Donc, on ne va pas quand même tuer tout le monde. C'est pour cela que ce n'est pas une guerre. C'est on appelle ça en termes techniques un maintien de force, un maintien d'ordre renforcé. Alors, les moins radicaux, il faut donc leur tendre la main. Et une des manières de leur tendre la main, c'était de dire qu'ils rentrent dans les camps qu'on a constitués pour ça, c'est déjà des mesures de préparation de dialogue. Le comité de démobilisation, oui, de désarmement. Ça, c'est les éléments pour concourir, créer un climat de confiance pour que les gens acceptent de venir plutôt négocier sur la table. Alors, la phase d'avant-dialogue, comme je l'ai dit, c'est la plus importante. Parce qu'elle détermine le lieu, détermine la nature des participants, détermine la nature des médiateurs, détermine la nature des rapporteurs, détermine les issues. C'est-à-dire, lorsque on aura fini de dialoguer, comment on va procéder pour mettre en œuvre. Alors, c'est comme ça qu'on y va. Une fois qu'on est d'accord sur ça, où on va tenir le dialogue, qui va participer, quel est l'ordre du jour du dialogue, on peut donc y aller. Le reste, c'est un problème de mise en œuvre, et dans le problème de mise en œuvre, l'agenda ou la feuille de route, c'est là où la puissance publique est donc très importante. Dans certains problèmes qui peuvent survenir dans le dialogue, la puissance publique peut juste assister comme observateur.
Mais comme c'est elle qui a le pouvoir d'implémentation, une fois que la décision a été prise, elle a donc l'obligation de mettre ça en œuvre en suivant les étapes qui sont sorties. Voilà pourquoi il faut absolument que les étapes soient suivies et que l'ensemble de la communauté nationale en fasse partie. Mais parlons de cette phase d'avant-dialogue. Il y a le préalable qui a été posé par le Premier ministre, qui est d'ailleurs une nouveauté du chef de l'État, qui est celui de discuter de tout, excepté la séparation. Est-ce que ce préalable ne pose pas déjà problème? Parce que dans cette crise, on a des plus radicaux qui veulent la séparation, certes. Il y a ceux qui étaient constitués au sein du consortium qui prônaient le fédéralisme et même une accélération du processus de décentralisation. Est-ce que exclure les séparatistes dans le cadre de ce dialogue-là en soi ne pose pas déjà un problème? Ça dépend de comment vous prenez l'affaire. Vous ne pouvez pas aller négocier dans votre maison avec votre femme pour un divorce. Si ça doit se prononcer, c'est quelqu'un d'autre qui le prononce. Et vous savez qui. Oui. Un État ne négocie donc pas son propre démembrement. Alors, une fois qu'on l'a dit, cela ne signifie pas que des gens qui sont proches de cette tendance ne puissent pas être certains appelés à assister. Puisque le dialogue ne signifie pas qu'on va accepter tout. Ça signifie que les tendances majoritaires seront acceptées et les minoritaires non acceptées. Si vous savez que les Ambazoniens sont minoritaires aujourd'hui? Oh, je ne sais pas si s'ils sont minoritaires ou majoritaires, mais ce qu'on sait, c'est que ils exercent avec bon nombre de soutiens qui ne sont même pas sur place. Oui. En outre, je vais vous prendre pas la visite du chef du gouvernement là-bas. Vous prenez la course de l'espoir. Oui. Ils ont donné un mot d'ordre, n'est-ce pas? Et vous avez eu l'impression qu'ils étaient majoritaires? Alors, parlons du 20 mai. Oui, parlons du 20 mai. Ils ont également donné un mot d'ordre le 20 mai. Non, il ne faut pas confondre. Les populations, on n'a pas eu l'impression qu'il y a une véritable confrontation des populations face à ce mot d'ordre qui a été donné par les populations. Il ne faut pas confondre les choses. Par les Ambazoniens, je veux dire. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a des choses que les gens eux-mêmes veulent faire. Et il y a des choses qu'on leur demande de faire. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je vous ai pris un exemple de sport dont on sait que la plupart des Camerounais aiment. Alors, il ne faut pas non plus croire que on a besoin d'être 100 pour tirer au Kalachnikov. Je voudrais dire quoi? Il suffit d'un braqueur là. Nous sommes plus nombreux dans cette salle. Il peut nous éliminer. Donc ce n'est pas parce que vous faites beaucoup plus de bruit avec des fusils que ça veut dire que si on passait au vote, parce qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas non plus oublier, il n'y aura jamais de résolution non consensuelle, et lorsqu'elle ne peut pas être consensuelle, on passe au vote. Et lorsqu'on passe au vote, on adopte les tendances majoritaires. Donc, quel que soit ce qui se passe là-bas, il ne faut pas croire que nécessairement pour tout, c'est la majorité de la population. Vous avez vu que dans les questions de l'école, dans les questions du travail, si les ambazionnaires sont obligés de sectionner les mains des travailleurs de la CDC ou de brutaliser les gens dans les écoles, cela signifie quoi? Dans la lecture, c'est qu'ils forcent. Mais l'élection ou le vote, ça se passe à l'intérieur de l'urne. Personne ne te force plus. Donc, si on allait à une élection et il faut choisir, vous n'avez aucune garantie qu'ils seront majoritaires. Oui. On gère maintenant la peur. Et dans la peur, on peut dire que c'est un sentiment humain. Oui, professeur, dans cette peur, justement, qui cause la peur? Qui est à l'origine de la psychose? Parce que nous avons recoupé un certain nombre d'informations où un jeune homme qui sort de l'école rencontre un homme en tenue et se met tout de suite à genoux. C'est une image qui a été présentée au ministère où j'officie. Il se met à genoux. On a comme l'impression que les populations ont aussi très peur des hommes en tenue. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce genre de psychose-là, le dialogue peut être matérialisé? C'est deux questions dans une. Première chose, les populations ont peur
des hommes en tenue, disons ça comme ça. Je ne suis pas sûr que vous n'avez pas peur d'un gendarme ici à Yaoundé. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il va tirer sur le... On dit que la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Donc, par intériorisation des sentiments, généralement, les gens ont peur. Est-ce qu'on devrait avoir peur des forces de défense? Ça dépend des contextes. Je veux dire que si vous avez un contentieux, je vous rappelle que si vous avez un contentieux, là, vous voyez le policier là. Même si vous avez un frère policier, votre cœur va battre 2 fois. Parce que c'est le seul qui est habilité à être envoyé pour vous arrêter. Donc il ne faut pas faire comme si on ne vit pas dans une société. Le port de cette tenue et le port de l'arme signifie aussi que vous devez avoir un minimum de respect et de recul. Parce que vous ne savez jamais. Maintenant, une fois que je l'ai dit, il faut comprendre que la question qui cause la psychose, lorsque vous êtes dans une crise où l'ennemi n'a pas de face, on peut avoir peur de tout le monde. Lorsque vous êtes dans une crise où l'ennemi n'a pas de face, vous n'êtes même pas sûr de qui porte quelle tenue. Donc lorsque vous êtes dans une posture scientifique, il ne suffit pas d'avoir une tenue pour dire que c'est un militaire ou ce n'est pas un militaire. C'est pour ça que je voudrais vous appeler à être réservé comme journaliste. Vous avez un fait, vous enquêtez. Et lorsque vous avez fini d'enquêter, vous sortez le résultat de l'enquête. L'avantage là au moins, c'est que si les acteurs vous ont trompé, vous êtes protégé parce que vous allez dire que voici ce que moi on m'a dit. Quand c'est moi ou quelqu'un d'autre qui vous a dit, c'est comme si vous avez cité. J'ai trouvé dans tel livre ceci, je cite entre guillemets. Mais si, sans avoir fait l'enquête, vous prenez tout simplement des positions parce que vous avez vu tel ou tel insigne, lorsque vous faites la traçabilité de cette crise, depuis, vous allez voir que même les sécessionnistes, même les groupes de bandits, même ici à Yaoundé, ils prennent les tenues des militaires et consorts, non? Des fois, on les retrouve comme des faux policiers, des faux gendarmes. Donc, nous sommes dans une situation de conflit et les acteurs se dissimulent en fonction de ce qu'ils recherchent comme effet. Donc, vous estimez que ces forces armées qui ont attaqué les populations seraient en vérité des sécessionnistes déguisés, en quelques mots? J'ai dit que dans certains cas, oui, ça peut être des sécessionnistes déguisés. Mais l'on a vu quand même, dès le début de cette crise, des forces de sécurité s'en prendre par exemple à des étudiants, des dérapages qui avaient à cette époque-là été violents. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsque ça se passe comme ça, vous allez sur le terrain. Parce que ce que vous avez vu, c'est ce qu'une chaîne de télévision vous a montré. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Vous ne savez pas ce qui s'est passé après. Vous avez vu un instant. Vous excluez la possibilité qu'il y ait des dérapages au sein même de notre armée? Il peut y avoir des dérapages. Bien sûr. Mais vous devez enquêter pour prouver qu'il y a eu dérapage. C'est ça que je vous dis. C'est ça le travail d'un journaliste d'investigation. Oui. Ce n'est pas porté parce que quand un autre filme, vous n'étiez pas là. Vous pouvez regarder un peu comment ça se passe au foot. Un premier joueur donne un coup de poing à un autre. Quand le second qui a reçu le coup de poing veut réagir, c'est en ce temps-là qu'on envoie les caméras. Mais vous allez seulement voir le dernier coup de poing. Si c'est ça que l'arbitre a vu, on fait sortir l'autre. Le travail d'enquête, c'est donc retracer comment ça a été organisé, comment ça s'est passé. Après, donc, vous avez la vision ou la version des deux parties avant donc de prendre votre propre position. Oui, revenons donc à sa question au niveau de la terreur. Il a posé la question de savoir qui sème réellement la terreur dans ces parties du pays. Si dérapage, il arrive que cela se produit dans ces parties du pays-là, est-ce que cela ne justifie pas aussi le fait que l'on aujourd'hui parle d'une certaine complicité de la part d'une frange de la population avec même certains sécessionnistes, certaines personnes qui portent la revendication de sécession? Ça, c'est une manière de voir. Si vous considérez est-ce que l'un ne justifie pas l'autre? Non, si vous considérez que tout a commencé avec la grève des avocats, vous prenez cette posture. Je peux vous dire de ma posture que c'est des choses qui ont commencé bien avant, et ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est-à-dire donc que les grèves étaient des mises en scène, en termes techniques on dit des manœuvres.
C'est pour cela que vous avez vu que aujourd'hui, on va à la négociation, on sort 10 points à l'ordre du jour. Quand on arrive au 9e point, on dit suspendons, revenons demain. Et quand on revient demain, ils reviennent avec 15 points. C'est pour ça que je vous ai dit au début qu'un dialogue, vous vous entendez sur l'ordre du jour, avant de l'organiser. Lorsque l'ordre du jour progresse au fur et à mesure, c'est la question que vous voulez poser. C'est pas s'il y avait un agenda caché. Un agenda caché. Oui, et aujourd'hui, des revendications corporelles. Oui. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je vous dis ce que je sais à partir de ma posture d'universitaire et de chercheur. Quand c'est mauvais à gauche, je dis que c'est mauvais. Quand c'est mauvais à droite, je dis que c'est mauvais. Je dis que dans la situation actuelle, il n'y a pas un camp qui porte l'entière responsabilité, comme on appellerait le gouvernement. Les deux camps se sont préparés, surtout le camp non autorisé à porter les armes. Il s'est préparé bien avant et cherchait un moyen pour justifier. Et c'est ça qui s'est passé. Oui, professeur, là, maintenant on est en train de parler, mais l'autre camp exige aussi, comme préalable pour ce dialogue-là, le dépôt. C'est-à-dire que le dépôt des armes de part et d'autre. Nous voulons aborder les risques du dialogue aujourd'hui. Est-ce que ce dialogue qui est préfiguré aujourd'hui là n'a pas des risques? Sur le plan économique, est-ce que ça n'a pas un coût? Sur le plan sécurité, est-ce qu'il n'y a pas risque même de voir un effet d'effervescence même de la crise, c'est-à-dire de par son aggravation? Quels sont les risques que vous, professeur, vous avez pu identifier pour mieux encadrer le dialogue futur? Un dialogue a un risque lorsqu'il a été mal préparé. C'est ça que je vous ai dit, que la phase la plus importante, c'est l'avant. S'il a été mal préparé, il se termine comme la conférence nationale souveraine en RDC qui ne s'est jamais terminée. Et vous avez vu que tous ceux qui sont venus après le Bénin pour faire ces conférences, en copiant l'exemple du Bénin, mais sans préparer à partir de leur réalité, ça ne s'est jamais bien terminé. Que vous prenez la crise en Centrafrique, par exemple, qui ne s'est jamais terminée. Cela signifie quoi? Vous avez un problème, vous avez la volonté d'arranger ce problème, vous allez autour de la table, vous parlez de ce problème et vous voyez ce qui est réalisable à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais il y a des gens qui, dans certaines situations, viennent pour entretenir la galerie, c'est-à-dire ils ne veulent aucune négociation. Et c'est ça qui s'est passé au début de cette crise, c'est ce que je voulais vous dire là. Parce que quand on revenait le lendemain matin, l'ordre du jour avait changé. Le nombre de points avait augmenté alors que on s'était entendu au début sur l'ordre du jour. Et je peux vous dire que lorsque ça se passe comme ça, vous comprenez qu'il y a un agenda caché. Alors, parlons de préalable du dialogue. Le Premier ministre, durant sa descente, a fait savoir qu'on dialoguait de tout, sauf de la sécession, mais il y a une récente sortie, vous l'avez sans doute suivie, celle du ministre de l'administration territoriale sur une chaîne étrangère qui a déclaré, Urbi et Orbi, qu'on ne discuterait pas de la forme de l'État. Est-ce que ces sons dissonants au sein de la volonté, au sein du gouvernement, ne démontrent pas d'un manque de volonté d'aller à un dialogue sincère? Ça dépend de comment vous comprenez le concept « on ne négocie pas sur la forme de l'État ». Oui. Parce que dans la forme de l'État, il y a aussi la sécession. Et moi, je ne suis pas là pour interpréter les propos des gens qui sont encore vivants. Donc la sécession est une forme de l'État, c'est ce que vous voulez dire, que la sécession... C'est-à-dire, lorsque un État va négocier sur sa propre sécession, il porte atteinte à sa propre forme. Ça, c'est une manière de le comprendre. Une autre manière serait de changer le type d'organisation du même État. Alors, la première chose, c'est d'aller demander à celui qui a porté le propos, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. Mais il a toujours dit, la forme de l'État, il a toujours dit, bien avant cette offre du... oui, mais il n'a jamais dit qu'on va négocier sur la sécession. Le fédéralisme, à cette époque, n'était pas une option. Le gouvernement l'avait clairement fait savoir, le fédéralisme n'était pas une option. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Je veux dire que lorsqu'on revient avec... Non. Il ne faut pas faire les déductions plus ou moins démagogiques. Moi, je ne suis pas là pour représenter les partis politiques. Oui. Je parle en tant que scientifique.
je vous dis que des concepts peuvent être polysémiques, c'est-à-dire ça a plusieurs sens. Et lorsque vous êtes en science, vous abordez un premier sens qui donne un signifié à un concept, vous finissez avec celui-là, vous passez à la deuxième manière de l'entendre. Alors si vous vous affectez une seule manière, et par la suite, quelqu'un commet un ouvrage et il détermine le sens dont lui parlait, vous serez tout fou. Comme le ministre de l'administration territoriale est encore vivant. C'est une chaîne de télévision. Un des travaux que vous pouvez faire, c'est demander ce qu'il entend par forme de l'État. Mais je vous dis que sur le plan des concepts, admettre la sécession, c'est aussi toucher à la forme de l'État. Oui. Au sens élémentaire du terme. Maintenant, vous interprétez seulement que non, parler de forme de l'État, ce n'est pas admettre le fédéralisme. Ça, c'est une des manières de comprendre. Au moins, prenez les deux. Et ils vous disent comment lui comprend ça. Oui, parce que moi, quand je suis ici, je vous réponds à vos questions, non? Oui. Je réponds à vos questions dans l'espace temporel que vous me laissez. Alors, et vous, comment il n'est pas indiqué qu'après, vous allez tirer les verres de mon nez pour dire ce que moi, je n'ai pas dit. Non, ce n'est pas si vous pensez que c'est ce que j'ai dit et vous n'êtes pas sûr, vous me rappelez. Oui. Vous avez dit ceci. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Oui. C'est à partir de cette deuxième explication donc que vous pouvez dire que ce monsieur a dit exactement ceci. Il a répété. Oui. Donc, on tire les conséquences. À votre avis, professeur, est-ce qu'il y a, selon vous, une volonté politique du gouvernement à aller à un dialogue sincère? Ça, c'est votre avis. Je crois que le gouvernement n'est pas obligé de dire qu'il faut un dialogue. Et s'il a dit qu'il est ouvert à un dialogue, c'est qu'il est sincère. Puisque je vous ai dit au début de cette crise, est-ce qu'il y avait le common law ou le français dans les universités d'expression anglaise? Boya Bamenda. Non. Vous allez donc dire que qu'est-ce qui justifie qu'on les ait créés là-bas? C'était les conclusions du dialogue qu'il y a eu au début. Est-ce qu'il y avait une orientation à l'ENAM où on formait seulement les compatriotes d'expression anglaise? C'est les demandes qui sont venus de la partie anglophone et dont le gouvernement a donc promis de résoudre. Ils ont par exemple dit que la majorité des enseignants du secondaire qui enseignent la technique ne sont pas d'expression anglaise. Oui. Ça a été implémenté. Voilà ce que moi j'appelle une volonté. La volonté manque. Si on prend une résolution, on ne la met pas en œuvre. Donc, au stade actuel, si vous faites la part des choses et que vous êtes sincère, je vous ai dit que la partie non gouvernementale avait planifié un certain nombre de choses et dans les négociations n'a pas toujours été franc en indiquant que on a voulu que l'ordre du jour change au fur et à mesure et que ça ne fait pas partie d'une méthodologie d'une négociation lorsque les gens sont sincères. Oui. Par contre, je vous ai aussi indiqué que les points sur lesquels il y a eu entente et que le gouvernement a pris des engagements, il a mis ça en œuvre. Alors, sur ces deux bases-là, il est difficile de comprendre est-ce que le gouvernement sera sincère lorsque vous ne posez pas le problème de la sincérité du camp inverse. Ça veut dire que vous êtes partisan. Non, je ne suis pas partisan. Voilà, il faut donc poser les questions de telle manière que... Oui. Voilà. Je pose la question, je pose cette question parce que je voudrais demander pourquoi est-ce que c'est maintenant que le gouvernement camerounais s'engage sur cette voie? Est-ce que ce n'est pas dû au fait des pressions internationales? Non, ça confronte ce que j'ai dit. Si vous avez regardé l'évolution, oui. Vous prenez par exemple le premier point que j'ai indiqué. Il n'y a pas eu négociation avec les grévistes. Pourquoi donc, sur la base de quoi vous allez dire que ce n'est que maintenant? Est-ce qu'il y a un seul discours du président de la République depuis cette affaire? Parlons de cette nouvelle... Non. Depuis cette affaire où il n'a pas parlé des dialogues. Il est ouvert au dialogue
à l'exception de. Vous pouvez prendre 2 ou 3 discours, vous allez retrouver ça. Mais alors, il y a une nouveauté. Si le débat, il y a une nouveauté la nouveauté, c'est quoi? Le débat sur la forme de l'État. Non. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Vous croyez que la décentralisation n'est pas une manière de parler de la forme de l'État? Mais ça ne change pas quand on fait la décentralisation. Mais le fédéralisme... Oui, mais est-ce qu'il a dit qu'il y aura un débat sur le fédéralisme? Il a dit qu'il y aura un débat sur la forme de l'État. Il ne faut pas prêter les intentions aux gens qui sont encore vivants. Non, professeur. Quand vous n'avez pas compris, ou vous supposez ne pas avoir entièrement compris la pensée de quelqu'un, c'est une télévision. Vous demandez soit par écrit, soit public. Et il vient confirmer ce qu'il voulait dire. Pour moi, on ne peut pas poser la question pourquoi c'est maintenant. Parce que lorsque vous regardez la chronologie de l'affaire, il y a eu négociation, il y a eu manœuvre, il y a eu arrêt de négociation, il y a eu confrontation. Maintenant, on revient au dialogue. Et avant ce dialogue, on a dit de déposer les armes et d'entrer dans les camps. On ne peut pas dire que ce n'est qu'une affaire de pression internationale. Parce que vous devez être en mesure de pouvoir vous-même faire votre propre histoire. C'est la même chose que je vous ai dit au début sur les statistiques. Oui. Ce que vous avez fait, vos enfants doivent le savoir. Maintenant, quand vous avez fini sur les faits, vous pouvez prendre votre orientation. Mais les faits, c'est que depuis que la crise là a commencé, il y a eu des récriminations, il y a eu des négociations. Les négociations se sont arrêtées à un moment donné. Mais on n'a jamais dit dans un discours qu'il n'y aura pas de dialogue. Donc, ne me posez pas la question pourquoi c'est maintenant. Est-ce que... Et si moi je vous posais la question, est-ce que c'est la communauté internationale qui a dit de quitter? Vous ne trouvez pas que, par exemple, dans certains pays, pénalement, il est interdit de financer officiellement le terrorisme? Oui, professeur, moi je voudrais qu'on... Et c'est votre pays? Et vous êtes d'accord que les gens collectent de l'argent pour venir financer le terrorisme? C'est criminel au Cameroun, criminel en Afrique, criminel partout. Oui, professeur, sortons de la sincérité ou pas de l'État. Nous avons vu l'État a quand même prouvé la bonne foi avec un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le cadre justement de cette crise. Mais moi, je voudrais savoir, professeur, aujourd'hui, est-ce qu'un dialogue axé sur le biculturalisme, ça veut dire anglophone, francophone, avec l'intermédiation de l'État, est-ce que ce ne serait pas aussi à alimenter un autre foyer pour une autre communauté qui se taxerait? Non, ce ne sont pas les communautés de même nature. Première chose. Oui. Et mon point de vue sur la question des communautés, c'est que nous sommes un État multicommunautaire. Oui. Et lorsque les gens ont indifférent, s'ils pensent que la meilleure manière c'est de prendre les armes, l'État doit d'abord les casser. Et c'est ce qui s'est passé. Pour qu'aucune autre communauté ne pense que la meilleure manière c'est d'abord détruire tout. Oui. Quel que soit l'État que vous prenez dans le monde, lorsque cet État a cette forme-là, c'est-à-dire 250 ethnies, les musulmans, les catholiques, de langue, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que l'État montre qu'il est plus fort que les communautés. Si on ne l'avait pas fait, que là, ça entraîne donc un effet d'entraînement. Maintenant, les gens savent que si vous pensez que votre seule manière de résoudre les problèmes, c'est de disputer le monopole de la violence à l'État, vous risquez aussi quelque chose. Et ça vous prédispose à négocier vos différends. Ce n'est pas interdit. Négocier, c'est différent. Donc, pour moi, dans la situation actuelle, le dialogue est une forme de sortie de crise après avoir restauré l'autorité de l'État. C'est ça que nous demandons. Sinon, les gens de ces quartiers vont se lever un jour, ils vont avec les armes. Il y a encore qu'ils sont à côté. Maintenant, quand vous pesez le pour et le contre, vous comprenez qu'il faut négocier quand même ce que vous demandez et que toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites au même moment. Il y a des demandes qui peuvent être satisfaites
immédiatement, à moyen terme, à long terme, en fonction de leurs implications sur l'ensemble de la communauté. Mais, comme je l'ai dit au début, il n'en reste pas moins vrai que la communauté d'expression anglaise, en raison de la psychologie des minorités, peut penser qu'il y a une volonté de domination de la communauté majoritaire. On ne va pas leur enlever pas ça non plus de la tête. Maintenant, il reste donc que la majoritaire s'assoit avec elle et puis on essaye d'ajuster ce qui est ajustable et de rendre objectivable pour qu'on puisse observer si c'est la même tendance qui va continuer ou s'il y a un flé. Oui, professeur, le process, justement, dans le cadre de cette messe conviviale qui s'annonce, est-ce que ce sera en un grand forum, peut-être à la capitale ou à Bamenda, ou bien ce sera des petits démembrements, des dialogues pour essayer de... Je ne sais pas pourquoi vous me posez toujours des questions qui ne relèvent pas de ma compétence. Moi, je n'ai pas convoqué un dialogue. En tant qu'expert, en tant qu'observateur averti. Expert signifie comment vous pensez que ça peut être. Oui. Pas comment vous pensez que c'est. Non, pas. Lorsqu'on va rendre l'ensemble des décisions et des textes publics, vous allez prendre connaissance, souvent même avant moi, parce que des fois on vous envoie les documents. Oui. L'expert peut se prononcer sur la base des éléments comparatifs en rapport à ce qui s'est passé ailleurs, dans les mêmes conditions, en disant que on a fait ceci ailleurs, ça a donné ceci. Peut-être que si on faisait ça ici, en adaptant, ça pourrait donner quelque chose de significatif. Mais je ne peux pas répondre à la question comment vous pensez que ça va... comment ça va s'organiser. Je peux vous dire, si c'était moi, dans les mêmes conditions, qu'est-ce que je préconiserais. Justement. Oui, c'est ça le rôle de l'expert. Oui, en fait, nous nous attendions aussi à... Oui, alors je vous ai donc dit que tout se joue avant. Oui. Et dans cet avant-là, il faut ouvrir le jeu, non seulement aux institutionnels, mais aussi... Prenons un concept aux informels, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore une reconnaissance institutionnelle aujourd'hui. Entre autres, les vous, les moi, on va appeler ça les anonymes. Et ils donnent donc leur manière de voir, ils donnent leur manière d'organiser, les choses, et puis on appelle donc ces acteurs pour s'entendre à partir des différentes suggestions qui ont été faites. Ils sont d'accord ici, ils ne pourront pas être d'accord là, et on tombe donc d'accord. Quand on est tombé d'accord, on envisage les dates, les délais, à quel moment on pense qu'on pourrait la faire. On s'entend sur où on pourrait la faire. Si vous regardez comment ça s'est passé à Fumban, c'était comme ça. Si vous regardez comment la tripartite s'est passée, c'était comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut s'inspirer de ce qui s'est souvent passé pour dire que peut-être si on faisait comme ceci, en adaptant, ça donnerait un meilleur résultat. Mais l'autorité de décider de la forme, de la date, du lieu des participants, ce n'est pas à un acteur comme moi qu'il faut poser cette question. Oui, professeur, en attendant que la date et la forme soient prises, il y a aussi des personnes qui perdent leur vie, que ce soit les populations ou même ceux qui se revendiquent de cette république, comme dans le camp de l'armée camerounaise, il y a des personnes qui perdent leur vie, et de l'avis de certains observateurs, une descente du président de la République, Paul Biya, dans le chaudron même de la crise anglophone pourrait permettre de baisser un tant soit peu la tension. Est-ce que vous partagez cet avis? Pour moi, c'est très relatif. Pour moi, c'est très relatif. Le président pourrait aller, dans le contexte actuel, il aurait peut-être plus de gens dans la rue que ne fut avec le Premier ministre.
Mais je vous ai dit au début, ce n'est pas la majorité des compatriotes de là-bas qui ont pris les armes. Il y a derrière des groupes de bandits à côté des sécessionnistes eux-mêmes. Bien sûr. Qui continueraient à perturber l'ordre, que le président se aille ou pas. Donc pour moi, ce n'est pas l'élément fondamental. Il peut aller, s'il juge nécessaire. L'élément fondamental, c'est les politiques publiques, comment elles sont organisées pour sortir de cette question. Le déplacement d'un président, c'est un pas là que la politique se fait. C'est-à-dire tous les gens qu'il peut rencontrer là-bas, il peut les faire venir ici, puisque c'est l'État qui paye. Donc ne croyez pas que le seul fait d'aller se trouver dans une chefferie là-bas va résoudre le problème. C'est lui qui ne t'aime pas quand tu es à Yaoundé, ne va pas t'aimer parce que tu es allé là-bas. Vous comprenez? Ça peut avoir un effet, si vous voulez, psychologique, mais ça ne traduit pas grand-chose sur le plan des dispositions mentales, parce que ce n'est pas l'enjeu principal. L'enjeu est que les gens se disputent certaines choses avec le concours des non-Camerounais. Ce n'est pas en allant là-bas que ces problèmes seront résolus. Oui, mais rassurer au moins ceux-là même qui se trouvent encore dans le camp du Cameroun. Mais lorsque le Premier ministre part, c'est pour rassurer qui? Oui, les Camerounais ont élu Paul Biya, monsieur. Les Camerounais ont élu Paul Biya. Oui. Oui, ils ont donné mandat à Paul Biya de nommer les ministres. C'est ce que la Constitution dit. Merci, professeur, merci. Et aller là-bas, c'est une partie des Camerounais. Oui. Donc ne prenez pas les Camerounais. La capitale nationale, c'est ici. Oui, professeur, les grands problèmes nationaux se résolvent ici. Oui, professeur, nous voulions votre mot. Là-bas, c'est plus ou moins périphérique aussi. Oui. Donc, si vous voulez donner une ampleur nationale, c'est au palais de l'unité. Oui, professeur, votre mot de fin pour cette petite agape. Non, moi je dirais, pour terminer, que le Cameroun traverse des épreuves que tout État qui a les mêmes caractéristiques sociologiques, géopolitiques et politiques peut traverser. Les problèmes sont posés pour être résolus par les hommes. Dieu ne descendra plus pour les résoudre. Et dans les débats ou dans les disputes, il faut savoir jusqu'où ne pas trop aller. Nous sommes condamnés pour vivre ensemble, mais nous ne sommes pas obligés de vivre toujours et partout de la même manière. C'est ce que moi j'appelle un vivre ensemble différent. Mais on doit se tolérer, à condition qu'on accepte ce que nous appelons les valeurs centrales, c'est-à-dire ce qui est incarné par la République. Parce que c'est au nom de la République que nous sommes ensemble. Mais je peux me vêtir comme je veux. Ce n'est pas une affaire de la République. Je peux parler ma langue chez moi. Ce n'est pas une affaire de la République. Mais si je suis dans un service public, la République dit qu'il faut parler la langue que tout le monde peut comprendre. Donc, on respecte ces valeurs centrales, on se tolère, on vit, on dialogue, on négocie. Il n'y a rien qui peut dépasser un peuple cosmopolite lorsque il est prêt à échanger sur tout différent. Merci. La politique, c'est la construction des consensus sur les problèmes d'intérêt commun. Et lorsqu'on arrive dans une situation où vous n'êtes plus en mesure de vous entendre sur les problèmes d'intérêt commun, l'État, qui a les prérogatives de la puissance publique, doit ramener tout le monde à l'ordre et on reprend donc la coexistence pacifique sur la base des négociations ou des pourparlers. Merci, professeur, pour tous ces éclairages. Merci, Cédric Ndjongo, pour cette dextérité. Merci, chers téléspectateurs. Merci aussi à la régie qui ont tenu le pari de ce soir. Chers téléspectateurs, il faut vivre ensemble, il faut communiquer ensemble, il faut communier. C'est les piliers fondamentaux de la vie. Il faut rester dans la République parce que dans la République, justement, nous avons beaucoup qui nous rassemblent et très peu qui nous divisent. Merci de rester fidèle à HTV. Bonsoir.